On a tout vendu, on n'a rien à part notre moto, nos bagageries. J'étais en train d'accélérer et d'un coup la roue se mettait à se bloquer à côté des camions. Et d'un coup t'as une lampe torche comme ça, et Policia Boliviana. Quand tu veux faire de la moto, en fait, tu cherches la liberté. Début février 2024, la Laponie. Il y avait une grande route principale, mais moi j'étais dans un trou. Et je me suis accrochée avec une corde à un camion. Je traversais la frontière comme ça. J'ai fait tomber parce que je suis une nana et on va me juger. Ouais, c'est ça. Et ils nous disent oui, Air Force arrive. Non. C'est toi qui te mets des limites bien souvent en disant non mais je peux pas. Du coup on est parti en Amérique du Sud sans billet retour. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième épisode des interviews autour du tonneau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Axel et Laure, donc on va évidemment parler beaucoup de voyages à moto et beaucoup de motos, j'ai pas mal de questions. Axel, toi t'as démarré la moto avec principalement un métier, puisque tu es dans la police à moto, et après il y a eu forcément des voyages et le GS Trophy, on va beaucoup parler du GS Trophy, puisque ça je l'ai pas encore dit, mais les filles sont finalistes pour partir en Namibie pour le GS Trophy, donc là on va avoir ce sujet un peu à aborder. Et puis Laure, toi t'as beaucoup voyagé, on va en parler, remonter l'Amérique latine. Merci. Donc je disais, remonter l'Amérique latine, là il y a pas longtemps t'as fait la Laponie, faut qu'on discute de ça, et évidemment, toutes les deux en équipe pour la Namibie, pour le GS Trophy. Donc j'ai beaucoup de questions. Si vous êtes prêts, on est parti. Alors première question, j'ai besoin de savoir quelle est votre expérience moto et comment vous êtes rentré dans la moto. Alors moi comment j'ai commencé la moto j'ai commencé parce que j'étais ado, je voyais un petit peu les motards autour de moi. J'avais pas du tout de motards dans ma famille. Donc j'avais déjà un petit attrait pour la moto, à me dire mais ça a l'air quand même sympa, ça a l'air y a un truc qui a l'air kiffant quoi, il y a de l'énergie, il y a des sensations et déjà, je sentais un petit truc. Moi, je disais toujours, mais moi, quand je peux, je veux avoir une 50. Je veux pas un scooter, par contre, je veux une 50. Je veux une moto, quoi. Et en fait, ça a commencé que ma mère a passé son permis de conduire. Elle approchait de la cinquantaine. Elle a dit, moi, je veux passer mon permis parce que ça m'intéresse et j'ai envie de m'y mettre. Du coup, une fois qu'elle avait eu sa moto, moi, je disais, ça tombe bien. Toi, tu fais la moto, mais du coup, moi, tu dis que c'est dangereux, mais je veux une 50. T'en fais. Moi aussi, je veux en faire. C'était un petit peu l'argument pour dire, t'as pas le choix, je vais m'acheter une 50. Donc moi, j'ai commencé avec ça, en fait. Et je trouve que c'est un très bon début parce qu'en fait, tu commences à apprendre à passer les vitesses, à trouver ton équilibre parce que les 50 à boîte, c'est toujours très haut. Ouais. C'est du super motard, donc c'est assez perturbant au début. Mais par contre, t'as pas autant de puissance, t'as pas le poids qui t'emporte. Tu fais du bruit pour rien. Ça permet, tu fais du bruit, tu fais beaucoup trop de bruit pour rien. J'avais 16 ans quand j'ai eu ma 50. J'ai dit, moi, quand j'ai 18 ans, je veux le permis moto et je veux ma moto, quoi. Okay. Donc, ça n'a pas loupé. J'ai eu 18 ans. Je me suis inscrit au permis moto dès que j'ai eu mon permis voiture parce que c'était la priorité pour pouvoir aller travailler, chercher un petit peu, aller à droite à gauche, à bouger. Ouais. Parce que moi j'étais dans les Vosges et qu'il fallait un peu se déplacer pour trouver du taf, on va dire. Okay. En fait, j'ai eu mon permis voiture. 2 mois après, j'avais mon permis moto. D'accord. Ah ouais, ok. Parce que dès que j'ai pu, j'ai dit moi je m'inscris, je fais mes heures et j'y vais, quoi. On t'a enchaîné. Et du coup, j'ai commencé comme ça. On va dire que c'est ma mère qui m'a permis de rentrer un petit peu dans le milieu, puisque elle très vite a roulé en particulier avec la FFMC. Elle faisait beaucoup de sorties moto avec la FFMC. En fait, tout de suite, moi j'ai eu ma moto et j'ai pu les suivre et commencer dans des groupes, à avoir la bonne formation, le bon encadrement, à pas rouler avec n'importe qui. Pas commencer seul et pas ok. Voilà, parce que j'ai eu aussi mes premières sorties moi à moto où tiens viens rouler avec nous, on va t'emmener voir des routes sympas et puis en fait t'es derrière à l'arrière de groupe à te dire ils sont tous loin devant, faut que je les rattrape. En plus tu te stresses donc tu te mets en danger. Et clairement oui, tu te mets souvent en danger au début, même si les personnes avec toi te disent non mais c'est bon, on va faire attention, t'inquiète pas, on va faire gaffe au rythme. Il y a toujours un moment où tu vas te mettre dans le rouge. Un moment où tu vas te dire je sais qu'il faut pas que j'y aille, mais là quand même il faut que je les rattrape. Et toi ? Et moi, c'est mon père, du coup. Donc c'est toujours aussi un peu de famille. Mon père, il a toujours eu des motos dans le garage. Après, c'était beaucoup plus utilitaire. Il s'en servait pour aller au boulot, etc. Il a fait beaucoup de trial. Du coup, il nous emmenait sur le terrain de trial avec mon frère. Et on avait le droit un peu de monter sur la moto, tester et tout ça, mais j'aimais bien, mais ça a pas découlé sur autre chose. Et après, je suis allée faire mes études à Lyon. Et à Lyon, pour moi, c'était la grande ville et tout ça. Donc, j'ai commencé les études et en fait, j'avais envie d'aller voir un peu plus loin, quoi. Et je voyais pas d'autre chose que la moto. Du coup, je me suis inscrite au permis moto comme ça, mais pareil, c'était un peu plus utilitaire. Je m'en suis servi pour aller travailler, pour faire des petits tours autour, quoi. Ouais. Mais ouais, c'était beaucoup utilitaire. Pareil, je connaissais personne en fait à Lyon qui avait
j'avais pas de connaissances qui étaient motards ou motardes. Du coup, j'ai commencé un peu à aller sur les groupes Facebook, etc., à essayer de rencontrer des gens, quoi. J'ai commencé mes premières sorties comme ça, et c'est pareil, en fait, c'était 2 jours après que j'ai acheté ma moto, je me suis inscrite à une sortie, je suis arrivée, et ils me font, bah ouais, mais t'as ta moto depuis quand et tout, je fais 2 jours, et là, ils m'ont tous regardé en mode, mais tu vas galérer, en fait. Pareil, le truc où tout le monde avance, et toi, t'es derrière, comme ça, super, ok. C'est là que tu découvres qu'en fait, quand tu commences, faut vraiment choisir les personnes avec qui tu vas rouler, parce que toi, t'es arrivé avec des inconnus. Il fallait bien que je fasse motos, donc je peux rouler. C'est ça. S'ils se connaissent déjà, en plus, ils ont peut-être déjà envie de rouler ensemble et se dire, ah mince, c'est vrai qu'il faut qu'on ait le débutant, là. C'est ça. J'ai pas trop accroché à l'esprit, conduite sur route, etc. Et dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire du chemin. Parce que tu connaissais ça par ton père, donc tu savais qu'il existait cette alternative. Parce qu'au début, pour moi, c'était motocross, quoi, tu vois, je savais pas qu'il y a... Ouais, non, c'est ça, direct après, dès que j'ai pu, je suis passée dans les chemins et... Alors d'ailleurs, il y a une question qui est prévue après, mais je trouve qu'elle a tout son sens maintenant, c'est quelle était votre première moto ? Moi, j'ai roulé en Gladius, Suzuki Gladius. Mais oui, celle qui a fait arrêter la SV, quoi. J'ai passé le permis sur une ER6N. Et je connaissais rien du tout et moi tout ce que j'ai vu c'est que j'aimais bien la tête qu'elle avait et du coup je dis je vais prendre celle-ci mais les détails techniques et tout je connaissais rien du tout ça a 2 roues ça avance et voilà quoi. Bon, ça ressemble à ce que tu avais au permis, c'était les concurrents. Ouais c'est ça exactement. Alors moi j'ai fait en fonction de mon budget et j'étais allée sur le Bon Coin, j'ai dit voilà mon budget c'est ça, qu'est-ce qu'il y a comme moto qui soit intéressante, qui me plaise et sur lequel j'ai un coup de cœur. Alors beaucoup se sont moqués de moi parce qu'elle n'est pas toujours appréciée. Mais j'ai eu un 600 Bandit de 94. Okay. Rouge flambant. Alias l'enclume. Quand c'est la première moto, on s'en rend pas trop compte. Mais moi, j'aimais bien avec les 4 collecteurs qui sortaient, qui étaient bien rutilants, son phare rond. Mais j'ai bien apprécié. J'ai roulé avec pendant presque 2 ans et... Mais ça faisait le travail. De toute façon, ça roule. Et alors après, du coup, les expériences moto, qu'est-ce qui se passe après ? Parce que je crois que vous en avez beaucoup, alors on va l'aborder après dans les autres questions, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre expérience moto après cette première moto et après le permis ? Et moi, après, 2 ans après, j'ai passé le gros cube. Ouais. Et directement, j'ai pris un trail, donc c'était une 800 GSA. C'est là que j'ai commencé le tout-terrain, et à partir à droite à gauche, etc. Et après, on me l'a volé. Bon. Tu l'as assez vu, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je suis restée chez BM, mais j'ai pris une 1250. Ok. Et après, on démarrait rapidement les gros voyages ou Dans mon enfance, j'ai beaucoup voyagé. Mes parents, ils nous ont fait vadrouiller à droite à gauche. On faisait du 4x4, on dormait en tente. Du coup, on a fait plein de road trips comme ça. Pour moi, c'était pas nouveau. Okay. Et c'était... pas c'était normal, mais il n'y avait pas ce truc de... c'était waouh. Mais en même temps... c'était comme ça qu'on faisait, quoi. Ouais, voilà. Un bivouac, pour moi, c'est pas quelque chose d'hors norme, quoi. Mais tu le connais depuis toute petite. Voilà. J'ai commencé à voyager comme ça, et pareil, j'ai pas de voiture, j'ai que une moto. Donc, il n'y a même pas de question de se dire, est-ce que je pars... comment je pars, en fait. C'est... moi, je peux partir en moto, quoi. C'est la moto. Ouais, voilà, tout est à moto. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à partir à droite, à gauche. Donc, on a fait un peu le nord de l'Italie, le nord de l'Espagne, etc. Et après avec mon compagnon, donc Hugo, on s'est dit, l'Amérique du Sud. Voilà, le fameux voyage. Du coup, on est parti en Amérique du Sud sans billet retour. Mais vous êtes parti déjà 13, 16 mois, je sais pas. 14. 14, tu vois, je t'ai oublié. 14 mois, ouais. Ouais. On a envoyé nos 2 motos là-bas. Du coup, lui, il était en Triumph Tiger 800. On les a envoyés en bateau, on les a retrouvés là-bas et on a commencé notre trip, quoi. Au début, c'était dur. Ah ouais. En vrai, c'était dur. Le premier mois, on a beaucoup hésité parce qu'on a eu, surtout sur sa moto, on a eu des pannes sur pannes, on a eu que des galères. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis en train de voyager. Est-ce que je kiffe là ? Alors, est-ce que je suis en train de subir ou est-ce que
on a vraiment galéré, on s'est vraiment posé plein de questions. Et en fait, le fait d'être loin, déjà, ça coûte cher d'expédier ta moto, de la ramener, etc. Faut rentabiliser. C'est ça, et tu te dis, là, j'aurais payé que le trajet, quoi. Donc, déjà, ça fait chier. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a switché de mentalité. En fait, on s'est pas dit, c'était pas genre une panne et c'est la fin du monde, quoi. C'était vraiment, c'était vraiment une panne. Qu'est-ce que c'est, comment on répare, qu'est-ce qu'il y a autour, et puis après on repart, quoi. Mais en fait, comme on n'avait pas de limite de temps, c'était s'il faut attendre 3 semaines une pièce, on attendra 3 semaines une pièce, tu vois. Ça tranquillise. C'est ça. Et en fait, on a vraiment switché d'état d'esprit et c'est ce qui a fait toute la différence. Et après, on a kiffé tout le voyage, quoi. Mais il y a un article dans Trail Adventure Magazine, assez récent là. Ouais, quand on est revenu, ils ont sorti un article, donc ça nous a bien fait plaisir. Et alors il faut quand même le dire, je pense qu'il y en a plein qui attendent de savoir quelle est la moto qui a posé problème et qui, moi je le sais, vous a peut-être fait rentrer parce qu'à la fin elle a fait stop. En fait la Triumph elle nous a pas lâché du voyage en vrai. On a eu des galères tout le long. Après c'est pas ce qu'on retient du voyage, hein, vraiment, c'est juste que mécaniquement, alors qu'au départ on avait un peu peur parce qu'on s'est dit moi, je pars avec une moto récente, bourrée d'électronique. Oui. Et s'il arrive quelque chose, c'est ça peut être galère à réparer suivant où on est, etc. Mais comme c'est une moto qui est répandue, t'avais la 1250 GS ou GSA, je sais plus. GSA. Du coup, tu vas trouver de quoi la réparer sur ton chemin normalement plus que peut-être qu'une Tiger à l'époque, c'était. Ouais, après ça dépend vraiment où t'es, quoi. Si t'es dans des grandes villes, etc., qu'il y a des concessions, oui, mais si t'es dans la pleine campagne où il y a rien, il y a que des magasins de pièces, de bricolage, etc. On a des clous et un marteau. C'est ça, mais il y a des trucs. Et en fait, on a galéré avec la Triumph d'Hugo. Qui nous a, il y a tout à lâcher à un moment donné. À un moment donné, le cadre était fissuré, on l'a fait ressouder, mais là-bas c'était normal. On est allé, on fait, faudrait ressouder le cadre et ils se sont même pas posé de questions en fait, parce qu'il y en avait 3 autres qui attendaient pour être ressoudés, et tout ça. Et la Triumph est restée là-bas. Et tu ne sais pas si elle est en pièces ou si elle est là-bas. Elle est là-bas, on l'a laissée là-bas et on est rentré qu'à une seule moto du voyage. Et peu après, peut-être 2 ans après, la Laponie. Ouais, et non, c'était juste 1 an après en fait. On est rentré en février 2023. Ah oui, ok. Et là, début février 2024, la Laponie. TF moto, des clous sur les pneus et en plein hiver, la Laponie. En duo. Sur la glace et tout. Okay. Et c'est toi qui pilotais. On a fait moitié-moitié en vrai. On s'est échangé le guidon moitié-moitié pour qu'on puisse... Mais en fait, c'était génial qu'on soit 2 sur la même moto pour ce voyage-là. Parce que, en fait, quand tu conduis sur la glace avec les clous, t'as le vent, des fois on avait du vent, etc. Donc déjà t'es de travers sur la glace, t'es là, ok. Et en fait quand tu conduis, tu regardes vraiment ce qu'il y a devant toi, quelle est l'ornière de glace la meilleure, tu vois. Et du coup quand t'es derrière, tu peux regarder ce qui se passe autour. Et tu fais confiance. Il faut. Hugo il a eu du mal au début parce que c'est moi qui conduisais. Première fois sur la glace et tout, la moto elle part de travers. Bizarre, ça vibre, non, ça tape, tu sens les clous. Non, franchement tu sens rien. C'est sur la neige que ça glisse beaucoup, mais sur la glace, les clous, ils agrangent pas. Mais d'ailleurs, c'est super impressionnant parce que les clous, nous, ils étaient vraiment tout petits. Oui, et tu regardes ça, tu fais, ça ou rien, c'est pareil, quoi. Ouais. Oh purée, ça fait toute la différence. Serge Nuc a bien posé le genou sur une piste, je sais plus si c'est pas à Serponçon ou quoi, là. Ah, on n'avait pas les mêmes clous, hein. Après, faut décrocher aussi le cerveau et puis se dire, bon, en fait, mais moi, c'est pareil, c'est comme en fro, je me dis pas, oulala, est-ce que je vais tomber, quoi. Oui, c'est bon, forcément, je roule sur la glace ou je roule dans la boue, forcément ça glisse. D'ailleurs, entre ton premier jour et ton dernier jour, je pense qu'il y a t'es bien plus à l'aise. Il y a un gap, ouais. Au début, on n'avançait pas. Franchement, si on avançait à 40, c'était le bout du monde. Les poids lourds, ils nous doublaient et tout. Toutes les conditions sont nouvelles, la moto est nouvelle aussi. C'est pas la tienne non plus. On connaît pas, quoi. On n'a pas l'habitude. Ce projet, c'était d'ailleurs suite au fait que tu as gagné le festival vidéo à Barcelonnette, c'est ça ? Ouais, en fait, Barcelonnette, ils organisaient un prix aventure, ils appellent ça. Okay. Et c'est cette année, ils ont fait un peu différemment et c'était un appel à projet. Donc en gros, tu devais présenter une vidéo, en présentant ton projet, en disant voilà, moi ce que je rêve de faire ou ce que j'aimerais faire et tout, c'était ça. Moi c'était d'aller rouler sur la glace l'hiver.
Et du coup, c'était... Bah moi, j'aime bien les paysages enneigés et je me dis, bah pourquoi pas? En fait, je me mets vraiment pas de limite. Je sais pas, enfin, ouais, pourquoi pas, quoi. Okay. Et du coup, il y avait un public, il y a eu un échange de questions-réponses, etc. Et après, il y a eu des votes et c'est mon projet qui a été sélectionné. Dans cet appel à projet, ce qu'il y avait à gagner, c'était le soutien un peu des marques. Donc, okay. par exemple, c'était CF Moto qui était dedans aussi, qui nous ont prêté la moto. Après, il y a eu d'autres marques qui nous ont prêté de l'équipement, etc. Okay. C'était en plus, par exemple, nous, l'hébergement, l'essence, on a tout payé de notre poche, mais je veux dire, eux, ils nous prêtaient du matériel, ou ils nous donnaient du matériel pour faire le voyage. Sur ce voyage, l'idée de ce projet, c'est de faire un film, donc là il est en cours de montage, et qui sera diffusé à Barcelonnette, là en septembre. D'accord. Et ensuite, ils vont faire pareil, on va faire un nouvel appel à projet avec des nouveaux projets. Et en fait, ça va être comme un relais et on va se passer ça de projet en projet, quoi. Ok, cool. Super. Tu me gardes une place ? Avec plaisir. Bon, et alors à toi, niveau expérience moto après ce permis, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui ? Alors moi, j'ai pas fait tous ces voyages, je partais pas comme ça sur des longs trajets pendant plusieurs jours. En fait, pendant à peu près 6 ans, j'ai fait de la balade traditionnelle, en fait, c'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir pas mal de cols dans les Vosges. Donc, à peine. Tu dis avec les copains, bon, on va faire une sortie, bah ok, vas-y, on part pour la journée, et puis tu fais que ça, en fait. D'accord. Donc pendant 6 ans, en fait, j'ai changé de bécane régulièrement. J'ai rarement gardé une moto plus de 2 ans. Je passais du 600 Bandit au 600 Phaser, au SV1000. Chaque fois, j'ai monté un petit peu en gamme. 2 cylindres en moins. Et 2 cylindres en moins, un peu plus de cylindrée, mais et pas du tout le même caractère non plus. J'ai essayé la piste, c'était avec le 600 Phaser. J'ai scotché tout ce qu'il y avait à scotcher dessus, on l'a préparé vaguement pour pas trop abîmer, puis pour correspondre à la réglementation aussi du circuit. Et j'ai fait, ça a été une grosse avancée en fait dans mon expérience, parce que j'ai fait cette journée circuit, j'ai dit bah on verra ce que ça donne, j'ai voulu prendre un peu de vitesse, tester la moto. Je me suis fait quelques frayeurs parce que j'avais gardé les top blocks en me disant je vais la sécuriser, on sait jamais si elle tombe, je voudrais pas tout casser. Bon les top blocks ont failli me faire tomber du coup. Allez. Parce qu'ils sont très bas et qu'en fait tu prends une épingle et quand tu penches, tu te déranges pas beaucoup, il y a un moment ça lève et la moto elle part sur le côté. Plusieurs fois il y a un problème, ma moto elle glisse toute seule. Donc j'ai eu la chance de pas tomber, je les ai retirés et j'ai été un peu plus loin, j'ai joué un peu plus avec la moto. Okay. Et en fait après cette sortie là, j'ai été sur route, j'ai dit mais je redécouvre la moto. Puis maintenant, j'ai confiance en ma moto. Un petit nuage. Ah, c'était impressionnant. Et en fait, je roulais beaucoup mieux après avoir roulé sur circuit. On a tendance à dire, ouais, mais le circuit, après, t'as envie de rouler vite, tu veux faire la course. En fait, c'est tout l'inverse. Oui. Tu connais ta bécane, tu te fais beaucoup moins peur et du coup, tu roules mieux. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc à faire. Quand tu commences le permis, souvent, on se dit, ouais, mais je le ferai plus tard avec l'expérience. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, je trouve. Oui, c'est vrai. Même il y a des journées ouvertes spéciales débutants et pour ça moi je pense que c'est intéressant. Et en fait là où j'ai le gros changement dans ma pratique à moto, c'est que donc j'étais dans la police sur le terrain piéton, on va dire. Ça faisait plusieurs années que des collègues me disaient mais tu devrais essayer le stage moto parce que tu roules bien, tu devrais voir franchement tel niveau, tu devrais pouvoir le passer. Donc j'ai fini par dire ok c'est bon, j'y vais. Je fais les sélections, on va voir si ça passe. Et j'ai fait toutes les sélections du premier coup. Je suis rentrée en stage, j'ai fait mon stage. Bien sûr, j'ai eu quelques petites blessures parce que c'est très compliqué. C'est 14 semaines de stage où tu commences tout de suite. On te dit, tu vas pas commencer sur la route, tu vas prendre la WR et puis tu vas aller dans les chemins. Et tu fais 4 semaines de chemin. Ok. Et 4 semaines de chemin, c'est pas 4 semaines de randonnée dans la forêt. C'est il y a des bosses, il y a des arbres, il y a des trous, et puis tu vas faire du technique. Et on t'explique ou on te laisse te jeter dans la gueule du loup comme ça? Non, on t'explique quand même au départ. En fait, on te fait même prendre la moto sur bitume pour prendre un petit peu en main, voir comment elle réagit, l'équilibre, la tenir à une main, etc. Et après, tu vas sur le terrain et on te fait faire des petits exercices d'équilibre, découvrir un petit peu comment ça se passe quand tu te tiens debout sur une moto. Ouais. Et donc, j'ai fait 4 semaines comme ça en fait d'apprentissage off-road et c'est tout l'intérêt en fait de faire cette formation là, de commencer par du off-road, c'est qu'après tu viens sur la route, tu te dis ok c'est bon, maintenant ça j'ai plus peur, je sais que s'il y a des graviers je vais pouvoir maîtriser, c'est pas parce qu'il y a des graviers et que j'arrive dedans que je vais forcément tomber. Et donc c'est là où ça a tout changé parce que déjà j'ai monté en gamme dans ma qualité de roulage. Une fois que tu sors du stage en fait tu roules, tu réfléchis plus à où est-ce que je dois rouler, comment je dois regarder, ça devient automatique. Ils t'apprennent à ce que ce soit un prolongement de toi en fait. C'est ça en fait, c'est tout l'intérêt parce que le but du coup c'est de travailler avec ta moto. Faut pas que tu aies besoin de réfléchir à comment je dois gérer ma moto en fait.
La moto, c'est comme si tu sortais, que tu marchais, et puis tu réfléchis pas comment tu mets un pied devant l'autre. C'est pas une contrainte, quoi. C'est vraiment, ça fait partie de toi, et du coup, tu dois penser à tout sauf. C'est ça. Et du coup, ça a vraiment changé. C'est que j'ai dit, maintenant, moi, je veux faire du off-road, en fait. Oui, t'avais goûté, là. Quand j'ai fait mes 4 semaines de off-road, beaucoup disaient, non, mais c'est bon, c'est bien, ça, on arrête parce que c'est bon, on s'est cramé, on s'est fait mal. Certains se disent, c'était bien, mais on va reprendre la route quand même. Et en fait, moi, j'ai dit, non, mais moi, je veux continuer. Moi, c'est ça que je veux faire parce que c'est des autres sensations. Tu as beaucoup de sensations sans devoir aller vite, sans te mettre en danger sur la route avec, malgré tout, même si tu conduis bien, en fait, tu ne maîtrises pas les autres usagers qui sont... Ou les états de route, des fois. Ou l'état aussi. Il y a plein de choses, en fait, que tu ne maîtrises pas. Et si tu veux de la sensation sur route, très vite, tu as envie de rouler un peu vite, tu veux te mettre un petit peu, tu veux prendre plus d'angles, etc. Et là, c'est toi qui arrives derrière avec la moto de police. Aussi, il y a aussi ce risque-là. Et c'est vrai que beaucoup disent, moi je veux plus rouler sur route parce que j'ai pas envie de me faire contrôler à tout va parce que je roulais un peu vite, parce qu'il y a des radars de partout. Il y a plein de choses qui font qu'on a envie d'arrêter la route. Et c'est vrai que moi aujourd'hui je roule principalement dans les chemins. Il y a aussi beaucoup de réglementations à respecter dans les chemins, mais c'est un autre monde en fait. Tu peux rouler avec des copains, te faire plaisir, tu vas faire du bivouac, tu vas te faire des bouffes en haut de la montagne avec des vues de dingue. Moi quand j'ai redécouvert ça, je dis ok, moi c'est ça que je veux faire en moto en fait. Du coup, je continue quand même la route. J'ai eu pendant longtemps deux motos, du coup, route et chemin. Et du coup, j'ai quand même commencé à me dire, ce serait bien d'aller un peu plus loin. Maintenant que je suis bien avec ma moto et finalement, je connais bien ma région, je vais me déplacer un peu plus. Je vais aller dans les Alpes. Et du coup, je suis allée un petit peu en Italie, en Suisse. Je suis descendue aussi en Espagne en me disant, je pars une semaine, je pars 10 jours. Je prends mes affaires, je prends soit la tente derrière et puis on trouve où loger. Et puis sinon, je prends des locations sur la route au hasard. Quand tu veux faire de la moto, en fait, tu cherches la liberté. Tu cherches vraiment des nouvelles sensations, autre chose en fait que ton quotidien. Et là, tu dis, je peux faire ce que je veux en fait. C'est toi qui te mets des limites bien souvent en disant non, mais je peux pas tel jour, mais la pluie. Mais... En fait, tout ça, tu peux passer outre et te dire non, je fais ce que je veux. Moi, j'en étais là, du coup, parce que on va dire que c'était un petit peu l'étape d'avant. C'est que j'ai un peu évolué sur la grosse partie off-road et du coup, le voyage. Moi, c'est pas du gros voyage comme toi, tu vas partir vraiment à l'étranger pendant des mois avec vraiment, des trucs qui paraissent incroyables. Je reste quand même dans un petit cercle comme ça, un peu autour de chez moi, autour de la France, mais je le développe tout doucement, tu vois. Donc c'est le même état d'esprit, quoi. Tu pars et tu te fais plaisir. Et puis tu vois ce que tu veux faire au fil du temps, en fait, t'adaptes au jour le jour, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de pouvoir faire vraiment ce que tu veux. Quel était votre premier road trip ? Moi, c'était le Vietnam. Ah oui. Tu sais, tu t'attends à moi, c'était genre les Vosges, tu vois ou... Non, avec Hugo, on est parti au Vietnam 3 semaines et on avait loué 2 motos et on a fait des 250 CR, non? Des Honda 250, ouais. Ouais, il y a partout en Asie, ils ont tous ça. Mais non, mais c'était gros. Pour là-bas, c'était super gros en fait. Et on avait l'impression d'être sur des énormes motos en fait, parce que c'est haut et puis tout le monde avait des petits scooters et tout le monde est à 2 roues, mais vraiment beaucoup plus petit. Et du coup, t'es là, tu fais purée. C'est la continuité de ce que t'as dit avec tes parents, quoi. Parce que oui, tu pouvais pas te dire mon premier road trip, je vais aller faire un truc comme moi j'aurais fait, tu vois. Tu t'es dit, non, loin, c'est où la carte, tu vois. La limite, c'est pas la France, la carte, je pense, c'est la carte du monde, je la pose et on va là. Ouais, franchement, à chaque fois, quand on veut partir, le plus dur, c'est de se dire où, quoi. Parce que tout nous fait plaisir. Tu joues pas aux fléchettes des fois? Non. tu bois un petit coup avant, tu fermes les yeux, hop, elle est tombée où? Ah, Russie. Peut-être pas aujourd'hui. En fait, tout nous fait envie, du coup, t'es là et tu fais, je sais pas, mais... c'est pareil, à un moment donné, on voulait partir, se déconnecter un peu, et on fait, l'Italie et tout, sympa, quoi. Du coup, moi, tu commences par l'Italie, après tu fais, mais attends, aussi, il y a l'Espagne, et puis aussi, il y a ça, puis en fait, si t'es ici, t'as ça pas trop loin. Finalement, on est parti en Irlande. mais voilà, quoi. Moi, ça a été, je dirais plutôt quand je suis arrivée en Ardèche, où là, j'ai commencé vraiment à me dire, là, il y a de quoi faire pour rouler, et il y a des choses à voir, en fait. Et oui, j'ai commencé éventuellement, je sais pas si on pourrait appeler ça un road trip, mais en tout cas, à me dire, je suis toute seule, je connais personne ici, j'ai ma moto, je vais prendre la tente, je vais prendre le sac à dos, 2-3 trucs, et puis... je vais aller voir, quoi. Je vais me balader, il y a le Vercors d'un côté, il y a l'Ardèche de l'autre, je vais faire des petits tours et puis je vais voir un petit peu les routes qu'il y a, puis quand j'ai envie, je vais me poser à un endroit, c'est sympa, je marche un peu et puis je pose la tente, quoi. Donc là t'es parti quelques jours en Ardèche alors? C'est ça, à me dire je vais découvrir le coin, je vais voir à quoi ressemblent les routes et puis te libérer un petit peu, tu vois, prendre l'air et... C'est ça.
et découvrir la région, tout simplement. Le plus beau département de l'univers, comme je dis. Alors avant de parler du GS Trophy et des voyages, t'en as un peu déjà parlé tout à l'heure, Axel. Quelle est votre façon de voyager ? Est-ce que c'est plutôt à l'arrache ou est-ce que c'est plutôt avec préparation ? Par exemple, pour l'Amérique du Sud, on s'était fait un itinéraire à peu près avec les points qu'on voudrait voir. On s'est fait un itinéraire. Et bah pareil, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure, finalement notre itinéraire quand tu compares, ça n'a rien à voir parce que bah il y a un mec qui dit oh là-bas il y a une cascade et tout, c'est trop cool, ou oh la route là-bas elle est meilleure. Donc nous ce qu'on fait généralement c'est qu'on met un peu des points de ce qu'on a repéré qu'on aimerait voir et puis après on tricote quoi. Est-ce que tu fais ça aussi quand t'as peu de temps ? Parce que là c'est vrai que quand t'as pas de billet retour, tu peux te dire on va se laisser guider par les rencontres. Mais si tu as un créneau plus restreint, si tu dis bah là j'ai juste 2 semaines et je dois faire un trip, est-ce que tu ferais pareil, peu importe l'arrivée, ou est-ce que... Bah ouais, parce que en fait c'est pas j'ai 2 semaines et je vais là et je reviens. C'est genre j'ai 2 semaines, je vais par là-bas et si j'y arrive j'y vais et si j'y arrive pas j'aurais fait un autre road trip quoi. C'est difficile à se dire pour moi. Moi j'ai plus tendance à me dire je vais là. Alors après si ça change le tracé, mais tu sais ces points-là c'est un peu en train de changer, mais pour moi c'était primordial. C'était là que je dois passer. Et si je vois que ce soir ça va pas rentrer, déjà je me dis mais non mais là ce soir on doit être là quoi. Et j'arrive pas à me dire en fait la direction elle est là et on verra bien. Et ça doit être vachement plus agréable quand même au final parce que tu te poses pas de questions, tu profites à fond. Tu profites à fond et puis t'as vraiment pas de barrière quoi et tu te dis en fait là le point je veux le voir pourquoi parce que tout le monde a dit que ce point il était à voir voilà enfin alors que si tu prends oh tiens la route là-bas finalement regarde elle a l'air sympa tu découvriras des trucs que moi je suis plutôt de cette team là. Et donc mais t'es pas team complètement à l'arrache quand même. C'est team, t'as quand même un truc parce que t'as des gens qui disent je vais en Amérique latine, donc ils arrivent et à partir de là ils ont 0 plan quoi. Donc t'as une direction. Et t'as repéré, par contre t'as fait un peu de travail en amont, t'as repéré un peu avant. Ouais. Et toi ? Je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Je pense pas pour rien qu'on s'entend bien au final. C'est qu'en termes d'organisation, on est un peu pareil, même sur les mauvais côtés. Même quand il s'agit de pas arriver à l'heure, on s'entend bien. mais donc oui, en fait, j'aime bien avoir des destinations. Effectivement, je sais que soit je veux passer par telle région ou j'ai un truc à faire dans telle ville qui m'intéresse. Ouais. Mais j'aime bien me dire, en fait, c'est pas grave si je le fais pas. Ça va rien changer à ma vie, ça va rien changer à mon parcours. En fait. Et tu sais, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est toi qui te mets tes limites. Donc, si tu te mets en stress parce que tu peux pas aller à tel endroit, parce que il va falloir que tu roules très vite pour rejoindre. En fait, c'est con parce que personne t'y oblige. Non, mais moi je suis plus de la team que tu viens de dire, mais enfin pas la tienne, mais celle qui se met du stress. Et je me dis que des fois, oui, ce serait plus simple de se dire, mais c'est pas grave. Et je l'ai touché du doigt un peu sur un trip qu'on a fait avec Tony, avec la moto d'SW Motec en Italie, où on a dormi là où c'est tombé 2 nuits sur un chemin. Et j'aimerais ce sera, je pense, un thème de l'année prochaine ou un truc comme ça, où vraiment je me dis, tiens, la direction c'est ça. Et on verra bien où ça me mène. Moi, je voyage principalement par les chemins. Et le chemin, en vrai, tu sais pas si tu vas le passer en 20 minutes ou en 3 heures. Oui. Donc c'est aussi dur dans ce sens-là de dire « Ah attends, je vais aller jusque là-bas » parce que tu sais pas en fait en combien de temps tu vas relier, ou si tu vas arriver là-bas à 14h ou si tu vas arriver là-bas à 22h. Oui. Donc c'est pour ça que... c'est aussi... Je pense cette optique-là de se dire on va et on verra quoi. Yes. C'est peut-être aussi du coup parce qu'on est un petit peu à l'arrache qu'on se dit vaut mieux faire comme ça parce que de toute façon on va arriver à la bourse sinon. Donc... moi souvent je me dis on s'organise, ça peut faire ça, on arrive là à telle heure, on fait ça comme ça. Bon à la fin ça passe pas du tout. Donc autant se dire de toute façon on est à l'arrache et puis on ira à l'arrache. Hein. Il y aura quelques objectifs qu'on va réussir à faire et puis le reste on va slalomer. Tout à l'heure je pensais à un truc derrière, c'est que t'es parti quand même, t'as fait un voyage quand même. C'est-à-dire que moi, si je veux absolument suivre mon truc très strict, j'ai de la chance tout le temps, ça se passe comme prévu, tu vois, je touche du bois. Donc il n'y a pas vraiment ce stress, et puis je prends des marges dans mes guides, il y a vraiment beaucoup de marges, donc quand je vais tester, je sais qu'il y a peu de chances que j'arrive tard, sauf si je pète un truc grave, même une crevaison, ça fera pas trop grave. Mais par contre, donc ça c'est un voyage, mais si j'avais fait avec votre façon, quand même, j'ai fait un voyage. Donc au final, c'est se dire que finalement, t'as quand même roulé, t'as quand même vu des belles choses, t'as quand même vécu des trucs, et qu'un voyage pour un voyage, au final... le principal,
principal, c'est de te faire plaisir, quoi. Donc après... Et donc d'enlever la contrainte, c'est sûr que tu te feras plaisir, peut-être. Alors, il y a des gens qui ont peur de partir parce qu'on dit qu'un road trip ne se passe jamais comme prévu. Du coup, quelle a été votre pire galère en road trip? Moi, j'en ai bien une qui me vient à l'idée. Il y en a qui vont se moquer un petit peu de moi, mais autour de moi en tout cas, parce que j'étais partie avec le SMT et il s'est passé peut-être 2-3 heures de route. À un moment, on prend un bout d'autoroute pour finir le trajet. Et je me retrouve en panne sur l'autoroute. Avec une KTM? Parce qu'on les connaît toutes les pannes sur les KTM et en l'occurrence moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver pourquoi j'étais en panne, puisque j'étais en train d'accélérer et d'un coup la roue se mettait à se bloquer à côté des camions, de nuit, tout ce qui va bien, et donc il fallait que je débraye pour réussir à partir sur la bande d'arrêt d'urgence avec la vitesse qui me reste sans me faire faucher par les camions sur la droite. Je m'étais arrêté une première fois, elle redémarre, c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon il faut sortir d'ici. Ça me l'a refait une deuxième fois dans les mêmes conditions. Là, on commence à se dire, bon, faut arrêter de jouer parce que ça va mal finir. Jamais 203. Exactement, mais la troisième, tu sais pas comment elle va se passer. Et donc, en fait, il a fallu chercher un petit moment quand même ce qui n'allait pas sur la moto pour finalement voir que c'était simplement le capteur de béquille qui était défaillant. Ah, purée. Panne ultra connue, sachant que Arnaud avait à l'époque m'avait fourni un accessoire qu'il vend dans sa boutique. Pour le chanter. Pour le chanter. Il était dans la poche. Il était au garage. Ah mince, perdu. J'avais dit, ouais, c'est bien, il faut que je le garde avec moi au cas où je tombe en panne. Et ben voilà, je suis tombé en panne et je l'avais pas. Voilà. Donc on s'est retrouvés sur la bande d'arrêt d'urgence à attendre le dépanneur, et du coup elle a laissé chez lui dire est-ce que c'est possible de venir peut-être essayer de la réparer demain parce que je veux pas repartir sans ma moto, quoi. On est loin de chez nous, ça va pas le faire. Donc on était à 2 motos, on est reparti avec une seule, et à se dire comment on peut faire pour réparer ça, et donc à retrouver la résistance qui va bien pour pouvoir refaire le truc chez un petit boucleur, un mec qui fait réparer les ordinateurs, etc., qui finit par nous trouver la pièce, qui nous la soude à 2 fils, etc., qui nous la met dans la gaine thermo. On revient au garage, on dit on a ça, on veut essayer de voir si c'est ça, est-ce que c'est possible? Le garage qui dit non, vous bricolez pas ici, si vous voulez la récupérer, vous la sortez, mais elle ne rentre plus jamais la moto. Oh là là. Et on dit on fait quoi? Mais il est pas gentil, lui. On dit mais on fait quoi du coup? Parce que si on la sort mais que ça marche pas, la moto elle est dehors. Et du coup on a remis le truc. Enfin, pour démarrer, il n'y a plus de batterie. Oh non. Donc on peut même pas savoir si le truc est en bon état. Donc on finit par pousser la moto, essayer d'aller un peu plus loin. Heureusement, il y avait une zone industrielle et il y a des gars qui réparaient les poids lourds. On vient les voir, on dit est-ce que vous aurez pas de quoi charger la batterie du coup? Et donc on finit par redémarrer la moto comme ça et dire en fait nickel, c'est bon, ça remarche. Okay. Et on a perdu juste 2 jours alors que j'avais la pièce dans le garage. Voilà. Et alors du coup toi, laquelle serait ta pire galère? Il n'y en a pas eu qu'une, je suppose. Nous c'était en Amérique du Sud, en Bolivie. Donc on est sur l'altiplano, donc c'est un grand plateau à 4000 mètres d'altitude. Je la connais cette histoire, je savais que tu prendrais celle-là. Et en gros, on est parti du Salar de Uyuni pour rejoindre le nord du Chili. Donc il y avait de la piste à traverser, mais il fallait être bien autonome en essence, en eau et en bouffe, parce que t'as un gros truc à traverser, quoi. Et la piste, elle faisait ça. Sur la carte, on voit une piste, un raccourci. Donc on se dit, attends, au lieu de faire des kilomètres et tout, on prend le raccourci, quoi. La piste et tout, nickel, super belle. En plus, il faisait grand soleil et tout. Bon, par contre, il faisait froid, il faisait à 4000. Et il y a une petite rivière à traverser, mais vraiment, elle payait pas de mine, quoi. Un petit truc et tout. Hugo, il était devant, il descend, il regarde un peu, il marche, nickel, il monte sur la moto, il traverse. En fait, il traverse pas du tout, il avance et la moto, elle plonge de l'avant. Genre, en gros, l'avant était embourbé. Mais ouais, en fait, il y avait rien qui montrait, il y avait pas de signe et tout ça. Surtout qu'il a fait il a marché un peu dedans et tout pour voir. Et là, embourbé, mais en fait, ça se voit même pas. J'ai fait une photo et c'est vraiment... tu me dirais qu'il n'y a rien, quoi. Donc on essaye de la tirer et tout, mais plus on la tire, plus on s'enfonce, ça fait vraiment sable mouvant, quoi. Oh. Genre tu t'enfonces et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la moto... Moi, je suis restée sur la terre ferme. Du coup, j'ai mis la moto à cul, on a mis une sangle et je l'ai tirée. Je l'ai tirée 1 fois, j'ai tiré 2 fois, et là, ma moto, elle bougeait plus. Genre, embrayage. Enfoncé aussi. Non. Genre, j'ai niqué l'embrayage.
Ah, sur une GS, c'est rare ça, non? C'est pas Tom Bauer qui fait ça tous les 3000? Je crois, ouais. Mais là, du coup, j'avais plus d'embrayage. Donc là, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien de réfléchir à ça maintenant parce que c'est pas le moment. Pour l'instant, il faut sortir de la rivière. Donc sortir la moto est toujours dans la rivière et tout ça. On essaye de la sortir, mais du coup... En fait, là, quand t'es en haut en altitude, tu fais ton lacet, t'es essoufflé, quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc, genre là, tu souffles, tu pompes, etc. T'essayes de sortir la moto, tu galères, mais du coup, ça t'énerve, tu t'énerves, tu t'engueules et tout. Enfin, genre, y a rien qui va. Tu la tires, tu tombes dans la rivière, c'est glacé. Genre, on avait des sangles, on mettait la sangle, elle tombait dans l'eau, on la relevait, presque ça gelait instantanément l'eau, tu vois. Genre, vraiment, il faisait trop froid. Tu tombes sur l'herbe, t'as l'impression qu'il y a de l'herbe sur les côtés, mais en fait c'est genre ça fait comme des cactus, c'est hyper pointu, hyper dur. Tu fais c'est quoi cette galère? Donc on réussit, on arrive à la coucher, à la tirer et tout, on réussit à la sortir. Donc là toi t'es trempé, il fait super froid, t'as une moto, en plus du coup en faisant ça on a cassé sa béquille, donc sa moto on pouvait plus la béquiller, on l'a couchée par terre pour la mettre et tout. Moi la moto elle avançait vraiment plus, on fait on va rejoindre la piste principale, on fait demi-tour du coup, on rejoint la piste principale pour la reprendre. On s'attache et il tente de me tirer quoi pour rejoindre la piste principale. On fait ça sauf c'était un peu en pente, donc il y avait une montée à faire. Et j'étais trop lourde, trop chargée, ma moto elle était trop grosse et du coup il commence à y aller et tout et c'est son embrayage qui est en train de lâcher. Du coup on arrête tout avant que ça soit trop tard, donc on détache et une des règles de notre voyage parce qu'on s'était mis un peu des règles et on s'est dit on se sépare jamais parce qu'en gros on avait une balise satellite mais on avait une balise pour deux. On n'avait pas de réseau, généralement on prenait qu'une carte SIM pour deux et de toute façon là-haut on n'avait pas de réseau. On se dit on se sépare pas parce que genre si toi tu t'avances mais que du coup il t'arrive un truc ou etc on saura jamais quoi. On n'a pas du tout respecté cette règle. Il est parti sur la piste principale, mais sauf que la piste principale c'est vraiment une piste principale quoi, genre il y a personne. Et là, il y a un camion qui arrive et c'était un camion de mineurs. Enfin, pas un camion, genre un minibus. Il arrive et tout. Donc, il pose la moto, il a pas la béquille, donc il la pose par terre, il arrête le truc et tout. Et il demande de l'aide ou comment on peut faire, quoi. Et ils font, ah non, mais là, vous trouverez plus personne sur la piste, c'est 18h, c'est la fin de journée, genre tout le monde est rentré chez lui, quoi. Du coup, il fait, ah ok, donc faut attendre le lendemain matin. Et genre, moi, je l'attendais à la moto, mais en fait, il y avait du vent de fou. Il faisait trop froid, donc j'essayais de me cacher derrière la moto et tout pour avoir moins froid. C'était dingue. Et du coup, il revient et moi, je sais pas à ce moment-là si c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle, tu vois, il revient et il fait ah non, c'est mort et tout, il y aura personne avant demain matin. Et genre là, je le regarde, je fais franchement, c'est pas possible quoi. Il fait trop froid et tout, donc on déclenche la balise satellite. C'est une balise SOS où en gros tu déclenches et il y a un centre d'appel en gros qui reçoit le SOS et qui t'envoie de l'aide. On déclenche et en fait ça prend un peu de temps, c'est suivant ton état etc. Ils prennent un peu pour savoir s'il y a une urgence médicale ou pas, ou vraiment s'il y a un danger et tout. Et on répond, on communique, etc. Et en attendant, on commence à sortir un peu, on avait genre comme un petit plaid de pique-nique là, on commence à sortir, essayer de s'emmitoufler et tout, parce qu'il y avait du vent de fou, on essayait de se cacher derrière les motos, machin. Après on se dit, bah attends, en fait il y a tellement de vent, viens on monte la tente, comme ça au moins on est abrité du vent. Donc on monte la tente. Après, on se dit, bah attends, viens, on sort le réchaud, au moins on se fait un truc chaud et tout. On a sorti. Ah oui, et si ce qu'il y avait, c'est qu'il faisait tellement froid, genre nos bottes étaient trempées, nos chaussettes étaient trempées, et du coup, t'as les glaçons qui commencent à se former sur la botte et tout, et tu te dis, mais est-ce que je vais retrouver mes pieds en fait? Genre, est-ce que tu n'as plus de sensation en fait aux pieds? Fais cuire tes pieds. Ah ouais, mais t'as vraiment plus de sensation aux pieds et tout. C'est le moment où tu commences à te faire plein de films et t'imagines le pire en fait. On en est où en fait? C'est ça. En fait, tu veux même pas enlever la botte parce que tu sais pas, t'as pas envie de voir aussi, tu vois, tu sais vraiment pas. Et en fait, on enlève les bottes, on enlève les chaussettes, c'est en fait juste on se met des vêtements secs et ça change tout. Oui. Et après, on sort le réchaud, on se dit bah attends, on va se faire, genre on avait des nouilles, je crois, ou tu sais un truc chaud, on se fait à manger. Après, on avait une bouillotte, on l'a remplie, on fait bon bah voilà. Et après, on se regarde, on fait, bah en fait, on se sent plus trop en danger là. Enfin en fait, non mais le cap il est passé. Bah oui, on est au milieu de nulle part.
soir, ma moto avance pas, sa moto est pas en très bon état non plus, mais là, ce soir, tout de suite, on se sent capable de passer la nuit et tout ça, tu vois. Enfin, et du coup, on annule le truc SOS. Ok. Donc là, ils nous disent, est-ce que vous êtes sûr de l'annuler? Est-ce que, genre, du coup, personne ne viendra? Personne ne va venir. On fait, oui, c'est bon, en fait, on est plus en danger. Et là, du coup, on annule et on passe la nuit. Donc on passe la nuit, on dort pas du tout parce qu'en fait il fait vraiment trop froid, il y a du vent de fou et tout. Et le matin on se lève et en fait on se dit non mais on n'y arrivera pas et tout. Du coup on réenclenche la balise. Et là, ils nous disent, bah écoutez, parce qu'en fait, à chaque fois, eux, ça leur demande du boulot, quoi, parce qu'ils mettent des moyens en œuvre, etc., pour trouver des solutions pour toi. Et du coup, ils nous disent, bah écoutez, ok, on prend votre appel. Par contre, là, si vous arrêtez à nouveau, genre, enfin, c'est fini. Enfin, tu vois, c'est pas non plus à la demande, viens et tout ça. Enfin, ça demande du boulot derrière. Du coup, ouais, non, mais en fait, là, on est coincés, quoi. Par contre, on leur dit, on a besoin d'aide, mais en fait, plutôt type dépanneuse et tout, parce que nous, on va bien, enfin, genre médicalement et tout, on n'est pas en danger. Et là, la journée passe. Donc on envoie ça le matin et tout, et là la journée passe. Dans l'après-midi, on les recontacte en disant genre c'est quoi les news, tu vois? Et ils nous disent oui, Air Force arrive. Et là on fait non, on s'est pas compris, je crois. Enfin nous on veut pas Air Force, on veut pas être emmenés je sais pas où. Enfin nous faut qu'on bouge avec, c'est nos motos qu'il faut qu'on bouge, tu vois. Et du coup on dit non mais pas Air Force s'il vous plaît. T'allais partir en hélico quoi, mais laisser les bécanes là quoi. Ouais. Donc ils envoient pas Air Force et là la nuit tombe. Du coup tu commences à compter un peu ce qui te reste à bouffer, ce qui te reste à boire. Et tu te dis bon bah je vais encore pas dormir cette nuit. Et voilà, enfin tu sais, du coup c'est un autre truc qui se met dans ta tête, en mode tu rationnes quoi. Hugo il s'endort. Et d'un coup, t'as une lampe torche comme ça et tout qui dit Policia Boliviana et tout. Genre, il y a la police bolivienne qui est arrivée. Et en fait, eux, ils avaient comme mission de nous emmener en sécurité, à l'abri quelque part, mais pas les motos. Enfin, vraiment, les motos, c'est pas leur problème, en fait. Le problème, c'est l'humain. Et ils disent bon, bah, on vous emmène et tout. Et nous, on a toutes nos affaires. Là, on fait ah non, mais en fait. Enfin, nous, vraiment, c'est notre vie. On a tout vendu, on n'a rien à part notre moto, nos bagageries. Enfin, vraiment, on n'a que ça, quoi. Donc, si demain t'arrives et il y avait personne sur la piste, mais même, tu sais, par principe, genre, si demain t'arrives et il y a plus rien, genre, vraiment, t'as plus que ça, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là-bas, ils sont tous en pick-up. Du coup, la police était en pick-up et on a essayé de négocier et tout pour prendre la moto, la mettre dans le pick-up. Et là, ils disent OK. Mais sauf que moi, je regarde la moto, je regarde le pick-up, je fais mais jamais ma moto, on la monte dans le pick-up en fait. On est quatre personnes, tu fais mais à quel moment tu vas arriver à la monter? Bah je sais pas, elle est montée. Ils ont pas réussi à la porter, elle est montée. Après on a pris toutes nos affaires parce que du coup on savait pas quand est-ce qu'ils allaient arriver. Donc on a pris toutes nos affaires, on a fait ça, on a mis dans la benne. Et en fait après ils nous disent bah on vous amène la ville la plus proche où il y a un hôtel, c'est 200 km. Donc on vous amène là-bas. Et nous, on leur a dit, ben en fait... on va être chiant. On va être chiant jusqu'au bout. Mais il y a la frontière là-bas qui est à 60 km, mais dans l'autre sens. Est-ce qu'à tout hasard, on peut négocier? Parce qu'en fait, il y avait la frontière avec le Chili. Et on s'est dit, au Chili, on trouvera plus facilement les pièces qu'en Bolivie. Donc on s'est dit, est-ce que c'est possible de nous emmener là-bas? Et franchement, ils étaient trop cool et tout, ils nous ont dit ok, donc on nous amène là-bas. Mais sauf que la frontière, mais en fait la frontière c'est vraiment genre le désert, une barrière, hein. Et deux bagalos, enfin vraiment t'avais rien. Et du coup on arrive là-bas et on dit bah super, merci et tout. Puis on était redescendu, après on était je crois à 3000 ou 3005. Et du coup bah nous on s'est dit bah on laisse la tente là, on passe une nuit, bah pas terrible, mais au moins on passe une nuit. Et demain on verra pour passer à la frontière. Et du coup, on arrive et tout, on fait bah merci et tout, trop cool. Et ils font bah vous laissez les motos là et après on repart dans l'autre sens. On fait comment ça? Bah oui, non mais nous on vous emmène là-bas en sécurité. Parce que tu sais, eux ils ont reçu l'ordre quoi, de se dire. Ils peuvent pas te lâcher comme ça. Ouais, c'est ça. Et nous on fait ah non, mais nous on veut. Non, ça se sépare pas en fait. Et du coup on essaye, franchement ils étaient adorables. Ils ont essayé, ils ont fait le tour des Algeco et tout, enfin des bungalows. Enfin c'était le douanier qui était là et tout. Il a dit ok, pas de problème. Les gens, la police qui nous emmenait, ils ont dit est-ce que vous êtes
sûr et tout. Genre ils nous ont pris en photo, il y a une photo qui existe avec toutes nos affaires étalées au sol et nous qui faisons oui, nous sommes en vie. C'était pas pour des otages, mais... C'est ça. Wow. Ils nous disent ok, on vous laisse. Donc ils prennent, ils repartent. Donc là on est là, on commence à remettre la tente et le douanier qui revient qui fait en fait vous pouvez pas dormir là. Mais ça c'était l'ascenseur émotionnel. Mais t'es sérieux Mais là. tout le temps c'était l'ascenseur émotionnel et tu fais ouais c'est bon sans ça et après le mec il te dit non tu fais bah genre c'est ça, y a rien. Du coup il fait non vous pouvez pas dormir là et tout, il fait trop froid, mettez vos affaires ici et vous dormez dedans. Et en fait on a dormi dans un placard dedans sur un matelas, je savais pas trop ce qu'il y avait dessus et tout, mais bah franchement trop bien quoi. Il nous a ouvert le truc. Le lendemain matin, parce que ça c'était dans la nuit, enfin on est arrivé au truc, c'était 4h du mat quoi. Wow, ok. Et du coup le lendemain matin 7h il vient, il fait par contre c'est pas un hôtel ici, la frontière elle va ouvrir, faut sortir. Enfin oui on allait pas rester, vous inquiétez pas. Et le café, les croissants, ça arrive à quelle heure? Et ils nous font bah super, on a fait tous vos papiers et tout, vous pouvez y aller, genre avant que la frontière ouvre, tu vois. Enfin, on fait bah super, mais par contre ma moto elle roule toujours pas. Et en fait il y avait la Bolivie, 5 km de rien et le Chili. Et du coup, fallait faire ces 5 km pour rentrer au Chili. Okay. Donc là, on attend que la frontière ouvre et il y avait des camions de carrière et tout ça qui passaient. Donc, du coup, on arrête les camions et on fait « Oh, est-ce que vous pouvez nous emmener jusque là-bas ?» Et je me suis accrochée avec une corde à un camion. Wow. Je traversais la frontière comme ça. Et du coup, il y avait un autre camion derrière qui m'escortait. Genre, wow. Ça. Et du coup, t'arrives au Chili, tu rentres au Chili, tu fais super. Sauf qu'en fait, bah pareil, c'est le désert, t'as rien. Et tu fais « Bah, comment je vais faire ?» Et vraiment, c'était le Far West. T'avais des maisons tout en bois et tout. T'avais du vent, t'avais les bottes de paille qui roulaient et tout. Enfin, vraiment, c'était le Far West. Et là, tu commences à dire « Bah, le train et tout, enfin non le train c'est que de la marchandise, on peut pas mettre la moto dedans et tout. Après ce qu'il y avait de bien c'est qu'il y avait qu'une route, donc t'étais là où on était, tu pouvais que aller en ville, il y avait pas d'autres chemins possibles. On commence à demander aux gens et tout, c'était pas possible et du coup bah on va voir les flics et finalement de fil en aiguille ils nous disent ok on part demain pour la ville et tout et du coup on charge la moto dans le pick-up des flics et le lendemain j'ai fait tout le trajet avec eux jusqu'à la ville, mais pareil c'était 200 km quoi, donc tu te dis Et la Triumph a tenu par contre, l'embrayage il a réussi à suivre. Ouais la Triumph nickel, on a arrêté juste avant que ça aille mal. C'était dur, mais du coup ça fait un super souvenir quand tu dis bah t'as vécu ça, c'est pas mal. Ouais, t'as été en altitude seul, les conditions météo qui vont pas, type alpinisme, après tu te retrouves à te faire balancer dans tous les sens, tu sais pas si tu t'y arrives et puis t'y arrives un peu pinon, puis oui, puis machin. Non, je crois que là, c'est bien. Mais au final, ça a duré 3 jours, quoi. Entre le moment où on a déclenché et le moment où on est arrivé en ville. Sauf que le truc, c'est que quand tu déclenches la balise, bah, t'as des réglages et tout. Mais nous, on a fait le réglage que quand tu déclenches la balise, nos parents, enfin, nos contacts d'urgence, mais enfin, du coup, c'était nos parents, ils sont au courant, tu vois. Sauf que nos parents, ils ont été au courant, mais nous, on n'a pas du tout pensé, parce qu'on peut envoyer des SMS et tout avec la balise. Et on n'a pas du tout pensé à dire, tout va bien, ou tu vois, pour nous. Dans tout ce qui t'arrive. Voilà, nous on était dans notre truc et tout, et on arrive, on a du réseau, et là on les appelle et tout, et ils étaient, pendant 3 jours, ils ont vécu, c'était l'enfer, parce que du coup, en plus, il y a le centre qui s'occupait de nous, et genre qui leur a envoyé des infos et tout, mais c'était rien à voir avec ce qui se passait pour de vrai. Okay. Donc eux, ils ont eu des infos, genre, ils sont tombés dans la rivière, ils sont, genre limite, ils sont noyés, ou je sais pas, tu vois, genre ils ont eu des trucs, mais rien à voir. Donc ils se sont fait des films de leur côté et tout, mais c'était l'enfer pour eux. Du coup, voilà ce qu'on appelle une galère. Bon, alors... Sinon, le voyage était vraiment bien, faut pas retenir que les galères et les pannes mécaniques. Sur 14 mois, c'est pas genre que ça qu'on a vécu. Non, quoi. C'est 3 jours, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, ça me fait rebondir sur une galère quand même qui m'est arrivée, qui est à beaucoup plus petite échelle, mais qui du coup peut arriver quand même à beaucoup de personnes. C'est que moi, j'ai eu pas mal de motos différentes. Quand j'ai commencé l'off-road, j'ai attaqué avec des vieilles motos. Vieilles motos, ça veut dire aussi problème. Il y en a eu certaines qui sont passées, et en l'occurrence, ça c'était une 250 XLR Honda, qui n'avait pas tourné depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, je la remets en route. Déjà, on va commencer par remettre une batterie, on va nettoyer les amortisseurs, etc. Le carbu, je vais essayer de le refaire à peu près propre, faire en sorte qu'elle tourne. Et je me dis, bon, maintenant, elle tourne un petit peu, ça fait quelques fois que je l'essaye, je vais aller l'essayer un petit peu plus loin. Donc, je vais aller monter là, dans l'Ardèche, c'est juste à côté, et puis je vais voir un petit peu comment elle réagit. Et je me dis, mais elle roule bien en fait.
Elle va bien, pas de soucis, ça tourne. On continue. Ouais, je continue, de toute façon ça roule, il fait super beau, on est l'après-midi, et en fait je pars pendant 4 heures comme ça. Et je tourne. À un moment, j'arrive sur un chemin, je connaissais même pas les chemins qu'il y avait là-bas, donc je dis bon, il y a pas de B0, je peux passer dans le chemin là, bah vas-y, j'y vais quoi. J'arrive dans un chemin, je vois qu'il y a des chasseurs, je leur dis là on peut passer, vous savez si c'est bon, ça descend. Et puis il me regarde, puis il se moque de moi. Il me regarde de haut en bas, elle veut descendre là avec sa moto et tout. Ok, bon, bah du coup je regarde ma carte, je dis bon, bah, ça va vers une rivière, il y a de la descente, bon bah allez, et puis il y a un peu l'ego qui prend le dessus aussi. Donc, je dis bon bah j'y vais. J'étais toute seule du coup évidemment. Première chose à pas faire, à éviter de faire, c'est de partir toute seule. T'as pas vérifié, il y a déjà plus de réseau. Surtout quand t'as une moto, tu sais pas trop ce que ça va donner. Bien avoir son téléphone chargé aussi, ça peut être bien. Du coup, là-bas, c'était un essai de 20-30 minutes, pas de 4 heures. Parce que du coup, je dis, bon, bah tant pis, moi je descends, c'est pas grave. Et je descends, au bout d'un moment, je dis, là, ça commence à être vraiment très très raide. Je savais qu'il y avait du dénivelé, mais je vais peut-être pas aller plus loin, parce que s'il faut la remonter, là, ça va être compliqué, quoi. Je fais demi-tour, elle cale, je la redémarre, elle recale. En fait, c'était compliqué, le terrain c'était de la terre vraiment très très meuble. Et donc ça creusait très très vite. Et moi, j'avais pas les techniques off-road très bonnes à ce moment-là. Je fais 1 mètre, et je finis par me cramer. J'avais pas d'eau, j'avais pas rien mangé non plus. Et la moto, petit à petit, elle glisse, elle finissait. En fait, j'avais le sentier et le chemin, le talus qui descendait dans les arbres avec la terre toute meuble. Oh, je me retrouve avec la bécane qui est complètement en travers. Je me dis, je peux pas la relever en fait. J'essaie de la remonter. Je dis, puis si je continue à vouloir kicker, elle va continuer de descendre. Ouais. Si j'arrive à la démarrer, elle va recreuser. Je vais me retrouver avec un truc à l'équerre comme ça. Je fais quoi avec ça? Et je contacte un copain en disant, il y a moyen que tu viennes m'aider parce que là, j'en peux plus. Je suis coincé et j'avais plus de batterie. Donc, je lui dis, je t'envoie le screenshot. Je suis là. Si tu peux venir m'aider. Et je lui balance ce truc, sauf qu'en fait, il y avait une grande route principale, mais moi j'étais dans un trou, il y avait quasiment rien autour. Donc sur la carte, si tu veux qu'il y ait des infos, il faut zoomer, et si t'es dézoomé, tu vois rien du. Enfin, c'était compliqué. Donc je lui envoie le truc et je dis bon, on verra bien. Puis j'essaye d'avancer. Puis en fait, il commence à faire nuit, il commence à pleuvoir, il commence à y avoir du vent. Là, ça va vraiment mal. À chaque fois, c'est Netflix qui fait vos scénarios ou comment ça marche? Et donc, en fait, à un moment, je dis bon, je suis pas sûr qu'il arrive à venir jusqu'ici, sachant que avant que j'ai plus de réseau, il me dit, de batterie, il me dit, faut que je vienne, mais faut que je fasse le plein et ma carte bleue, elle passe pas. Oh non. J'ai dit bon, on est bien comme ça, sachant que c'est en fin de journée et que les stations, elles sont fermées. Bon, il n'y a rien qui allait. Et au bout d'un moment, je dis mais non, mais il commence vraiment à pleuvoir et à faire nuit. Et je commence à me peler aussi, moi. Et j'abandonne la moto. Je dis bon, tant pis, de toute façon, personne va venir la piquer ici. Puis de toute façon, elle démarre pas. Et je remonte. Il commençait à pleuvoir à torrent. Moi, j'avais un dénivelé comme ça, je grimpe, j'ai mal aux pieds, ça frotte et tout. J'enlève les bottes, je me mets en chaussettes, je tiens les bottes dans le dos, je pare-pierre et tout. Je monte comme ça et puis je grimpe sous la pluie, il fait nuit. Mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Et je suis à côté de chez moi, mais je suis toute seule et il fait un temps de dingue, je suis fatiguée, il y a tout qui s'accumule et tu as l'impression d'être au bout du monde en fait. Et je monte, j'ai marché pendant 3 heures en fait. Je suis remontée, ça m'a pris peut-être 3 quarts d'heure pour monter jusqu'à la route. Et je finis par prendre la route et en fait c'était un col qui redescendait jusque chez moi. Et j'ai marché le long du col en pleine nuit, t'as des bagnoles qui passaient sur le côté en chaussettes, les bottes à la main. Je descends, je rentre chez moi et puis j'arrive à brancher mon téléphone, j'appelle le copain, je dis bon je suis rentrée, il me dit oui moi je sais pas où t'es de toute façon. Je te cherche mais je sais pas où t'es, je comprends pas la carte. Et en fait il n'arrivait pas à lire la carte, il n'arrivait pas à reconnaître, il était pas du tout du coin non plus, il venait d'emménager. Du coup, je dis, t'inquiète, c'est bon, je suis rentrée. Par contre, j'ai besoin de toi demain, faut qu'on aille la rechercher. Et moi, j'imagine toi dans la galère dans laquelle t'étais. Mais les sensations, tout est x10. Et tu te dis vraiment, mais qu'est-ce que je fais ici? Après, ce qui est bien, c'est que peu importe la galère dans laquelle t'es, soit ça te coûte de l'argent, soit ça te coûte du temps, mais t'arrives toujours à t'en sortir, quoi. Tu te dis toujours, voilà, il y a une solution. Je veux dire, t'es pas en train de perdre du sang avec une hémorragie, un talus. Bon. Mais peut-être que moralité, il faut pas seul. Avoir de la batterie, avoir de l'eau. Pas prendre de raccourcis. Pas prendre de raccourcis et avoir la balise GPS. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. J'avais appris ça quand la première fois qu'on s'est vu chez Yann Dupré là, sur l'événement autour de l'Esprit Voyage. Et il y a quelqu'un qui... Mais non, mais c'est toi, je crois, qui a commencé à sensibiliser sur la balise GPS. Et un gars interagissait avec toi à la présentation. Et là, un jour, j'ai mis une petite note dans mon téléphone et je me suis dit, ok, note pour le jour où vraiment je fais un truc hors France ou autre, où tu sais qu'il y aura vraiment du off-road et des trucs un peu voilà, et que t'as peut-être moins de réseau de téléphone que tu le maîtrises pas, balise GPS. Vous avez encore de jus d'orange qui traîne? T'avais pas des biscuits aussi? Ah mais oui, c'est vrai ça. Ah, on se fait le break, biscuit break, parce que maintenant on va parler du GS Trophy du coup. Putain, elles sont belles ces tasses là.
Vous savez qu'on les trouve sur la boutique des apprentis voyageurs? Faut bien faire sa promo. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est d'où sort l'idée tiens, viens, on va se faire le GS Trophy. Ouais, c'est vrai ça. C'est pas tu te lèves un matin, tu vois ton téléphone, tu dis tiens, un rappel GS Trophy, ok, j'y vais. Moi, ça c'est venu quand on m'en a parlé, en fait, pas mal de fois. Parce que, en fait, la première personne qui m'en a parlé, c'était un collègue qui l'avait déjà fait. Et qui m'a dit, mais tu devrais essayer, il y a de plus en plus de femmes qui se présentent, les femmes sont qualifiées, tu peux le faire. Et il me dit, bah, t'as le niveau, franchement, vas-y. Et en fait, plusieurs personnes ont commencé à m'en parler, des amis que j'avais rencontrés sur Valence qui me disaient, ouais, mais en fait, c'est vrai que tu pourras le faire. Finalement, tu as eu une formation en off-road, donc peut-être que tu as plus de base, tu pourras peut-être même te perfectionner dedans. Et petit à petit, en fait, j'ai plusieurs personnes qui me disaient ça, donc ça, pendant 5 ans, en fait, pendant 5 ans, GS Trophy. Et petit à petit, à force qu'on m'en parle, je regardais, je disais, ça a l'air quand même pas mal. Je disais, mais de toute façon, j'ai pas de BM, donc il faut une BM pour s'inscrire. Ça commence par là. Et si on en prenait une, on prend une 1200, on regarde, je dis, c'est pareil, on va l'exposer alors que c'est un budget qu'initialement on n'avait pas prévu de mettre. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, déjà, il y a quoi d'autre? Et là on dit, putain, la 310? Et je dis, quoi ça? Je ne la connaissais pas. Et donc la même que celle-là. C'est le porte-béquille actuellement, ouais. Et elle dit, ouais, en plus le prix, c'est vrai qu'il est abordable. Ouais, mais c'est le billet d'entrée, quoi, en plus. C'est ça, on s'est dit, bon, ok, on a le budget pour la prendre, vas-y, on achète ça, on s'entraîne avec, et puis on verra bien, quoi. Au final, ouais, je me suis entraîné à fond avec la 310, et on est arrivé avec celle-là sur le stand BM à Barcelone. Ouais. Puis, en fait, ça a marché. Parce qu'avec Arnaud, on est monté jusqu'à la finale, et moi, j'ai été qualifiée jusqu'au bout, et c'est là que j'ai rencontré, du coup, Laure. On s'est croisés à Barcelonnette, mais on n'a pas discuté à Barcelonnette. On n'a pas eu l'occasion. Mais là, vous étiez chacun dans votre... Barcelonnette, on se connaissait pas, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et mais comment t'arrives à Barcelonnette, toi, du coup, alors? Moi, en fait, le GS Trophy, je voyais des vidéos passer, des vidéos de com, quoi, de BMW et tout. Et tu regardes ça, enfin moi ça me fait rêver quoi. Tu fais wow et tout, ils sont trop forts, ils font des trucs de fou, c'est magnifique et tout. Enfin ça me faisait rêver. Enfin pour moi il y avait vraiment un monde entre moi et tout ça quoi. Du coup je me suis dit ouais pourquoi pas tenter. Enfin pareil après au moins tu vois un peu où tu te situes et si ça te plaît peut-être que tu feras mieux l'année d'après ou si ça te plaît pas tu laisses tomber. Enfin tu vois au moins tu testes un peu parce que c'est ouvert à tous donc. T'as rien à perdre, tu gagnes toujours quelque chose que ce soit juste savoir où t'en es et puis tu prendras l'expérience en fait. Ouais moi j'avais commencé du coup les entraînements avec la 800 GS. Je jouais avec la 800 et puis à un moment donné je vois sur Facebook quelqu'un qui poste un message, Christophe Arras de Temersit. Il voit un message passer en mode j'aimerais bien accompagner 2 personnes, je sais pas s'il a dit 2 personnes ou 2 mecs, mais genre en gros 2 personnes au GS Trophy. Et moi je réponds à ce message en mode est-ce que si c'est une meuf ça passe quoi. Et en mode genre coucou est-ce que moi c'est possible. Et en fait il a dit ok et ça a direct accroché et tout. Je me suis bien entraînée et à Barcelonnette je suis arrivée et ça c'était pour les sélections pour l'Albanie, donc c'était en 2019 ou 2020, en 2019, c'était en 2019. Et j'arrive et genre grosse pluie battante et tout, enfin je suis arrivée, c'était vraiment pas les bonnes conditions. Il devait y avoir un truc sable, moi c'était pas de la sable, c'était genre de la vase, enfin genre y a rien qui allait. Et j'étais pire que stressée, genre j'étais en panique et tout, vraiment c'est rien qui allait, enfin j'étais pas prête quoi. Enfin et du coup je foire et tout, je suis des dernières du classement et enfin voilà. Et en fait moi j'étais trop mal pour Christophe parce que j'étais là, je fais mais je t'ai pas du tout rendu hommage quoi. Enfin tu vois en mode je t'ai pas du tout rendu l'appareil et tout, je te jure je fais de la moto pour de vrai, enfin tu vois genre parce que là du coup je lui ai rien montré quoi. Enfin et là j'y retourne du coup en septembre 2023. En fait ce qui s'est passé en 2019 c'est que dans l'épreuve sable, je m'embourbe et c'est pareil, il fallait faire l'épreuve en 20 minutes et moi je passe plus de 10 minutes dans le truc, je galère de fou. Là en septembre 2023, je fais et dans une liaison,
pareil, des cailloux, enfin genre un bac à gravier et tout, je reste coincée. Et là tu fais oh non, mais il va pas m'arriver la même chose. Genre tu fais genre t'avances pas, tu recules pas, enfin genre tu sais t'es en galère, tu t'excites un peu parce que tu sais t'as le chrono et mine de rien en fait ça stresse. Et en plus tu vois les gens sur le côté qui peuvent pas t'aider. Genre tu fais putain. Finalement enfin genre moi je me suis posé 3 secondes, j'ai fait ok. Respire et vas-y, et en fait après j'ai fait le parcours et tout et ben pareil. Et il est passé quoi celui-là. C'est passé. Ouais. Et alors après comment ça marche? Parce que du coup quand vous êtes passé avec un résultat qui fait que vous pouvez continuer. C'est ça, en fait il y avait dans les finalistes, donc là c'était les qualifications France, et après il y avait du coup dans les finalistes France, on était 3 femmes et ils étaient 15 mecs, non c'est ça 12 finalement. Ouais. Okay. Ah oui, parce qu'on était 15 au total. Ah oui, ok. Ouais. Donc ils étaient 12 mecs. Et donc, nous 15, on est allés au château Lastour, à l'Enduropark. Oui. Pour disputer la finale France. Ils avaient présenté les 1300 en avant-première, les concessions ne les avaient pas encore, et ils les avaient présentés à l'Enduropark. C'est vrai. Nous, on était comme des gosses, vraiment, on la voit pour la première fois. Et par contre, ils avaient préparé les 12,50 pour la finale. Ouais, ils les avaient stickés et tout, il y en avait 2 qui étaient stickés. C'est là où tu vois ton nom marqué dessus, c'est non, ça? c'est pas le nom, mais t'as le drapeau Namibie et tout, c'est déjà trop cool. C'est déjà dans l'ambiance GS Trophy, ça fait un petit avant-goût de... après, vous allez voir des bécanes vraiment pour l'événement quoi. C'est là où on s'est rencontrés au final, où vraiment c'est vraiment un week-end complet, c'est-à-dire que tu fais déjà une première journée où tu fais du roulage. Tout le groupe part avec des bécanes pour aller rouler et il n'y a pas de prise de tête en fait. Tu te fais plaisir, tu fais pas n'importe quoi, tu prends en main un peu les motos aussi, tu rencontres les autres, tu peux échanger, le soir tu es au resto ensemble, t'as vraiment un moment bien convivial, ça te calme aussi, ça te met dedans tout doucement sans dire voilà t'arrives, c'est une épreuve quoi. Donc, puis on n'a pas senti la compétition, tu vois, c'était pas moi machin et tout, c'était vraiment qu'on retrouve des fois. J'ai un gars en tête que tu connais. Faudra que je te raconte une anecdote qui a fait le GS Trophy. Il y a toujours à chaque fois dans sa présentation. Il y en a toujours qui sont ils veulent absolument GS Trophy, ils sont là très souvent effectivement. Tu sens chez certains qu'il y a de la compétition pure et dure, mais en fait c'est pas la majorité. Globalement, clairement dans le groupe tout le monde est là pour kiffer quoi. Oui, t'as envie d'avoir la place, mais en fait si t'es là c'est pas pour rien, t'as le même niveau que les autres et maintenant va falloir départager. Et du coup, tu arrives à départager combien de personnes à la fin restent sur les 12 hommes, ils en gardent 3. Et sur les femmes, du coup, on était 3 filles, ils devaient en éliminer une. Et donc nous, c'est là où on a pu vraiment faire connaissance. Donc on s'est vraiment rencontrés à Lastour, où on s'est retrouvés les 3 et il y avait un très bon feeling quoi. De Lastour, du coup, on est l'équipe France féminine, mais les mecs ont leur billet pour la Namibie, mais nous, c'est pas fini. En gros, nous, on a une épreuve en plus, internationale. En gros, au total, il y a 16... C'est la Malaga. Ouais, c'est ça. En gros, t'as 16 équipes masculines et t'as 16 équipes féminines. Et dans les 16 équipes féminines, il n'y en a que 6 qui partiront en Namibie. Et là, tu dis... Ah merde, mais c'est pas fini! Vous pensez qu'on gagne quoi! Mais du coup, c'est bizarre parce qu'à la suite de ce week-end à Lastour, t'as les mecs, ils sont super contents et tout. Enfin, eux, ils ont leur billet, tu vois. Et toi, t'es là, t'es content parce que t'as gagné. Après, tu te dis, mais en fait, faut pas que je sois aussi content qu'eux parce que ça se trouve, c'est fini. Enfin, ça se trouve, ça ira pas plus loin, quoi. Puis il y avait une très bonne ambiance parce que du coup, c'est vrai que les mecs, ils étaient là, non, mais vous inquiétez pas, les filles, vous allez venir avec nous. Ça va passer à Malaga, vous allez tout déchirer. Et puis toi, t'es là, à Malaga, il y a de la concurrence, quoi. C'est toutes les nanas qui ont été sélectionnées dans tous les pays, donc il va y avoir du niveau. Ce que tu sais pas, c'est qu'elle savait que vous étiez qualifiés, c'est elle qui avait peur, en fait. mais en fait, c'est là où c'est devenu intéressant, parce que c'est vrai que nous, on se connaissait pas avant, et on a dit, bon, du coup, il y a plus de 3 heures de route entre nos domiciles, mais en fait, il va falloir s'entraîner. Si on veut réussir à Malaga, il n'y a pas le choix, il faut s'entraîner. On avait à peine 3 mois du coup pour se préparer. Du coup, l'hiver. On a dit, il n'y a pas le choix, il faut qu'on fasse un programme en fait. Voilà, à la question, est-ce qu'il faut s'entraîner? La réponse est oui. Vous êtes, avant, vous avez fait un peu de stage, mais pour Malaga, à fond. Nous, on s'est entraîné parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est entraîné en binôme. Et ce qui est super bien, c'est qu'en plus, on est super complémentaires. On voulait pas faire l'entraînement séparément. On voulait vraiment que ce soit un entraînement ensemble pour savoir en fait quelles sont nos difficultés.
Ouais. Et, genre même comment réagir, enfin tu vois, genre si toi t'as besoin d'aide, est-ce que genre si t'es tombé, est-ce que je viens tout de suite ou est-ce que t'as besoin d'être toute seule, est-ce que voilà, c'est ça aussi, parce que toi tu te crames aussi quand tu dois courir et aider l'autre, tu vas te cramer. Donc savoir est-ce que là elle a besoin d'aide ou non, et comment tu vas aider aussi. Donc clairement on s'est fait du 0 à 3 degrés, de la neige et de la pluie tout l'hiver à chaque entraînement. Il y avait de belles journées, mais toutes les journées on roulait pas. Donc on a eu la totale, et franchement pour le mental, c'était dur. Ça nous a énormément servi, quoi. Mais ça, c'était pour de la technique. Le physique, il allait avec, ou vous bossiez le physique à part? On le bossait un petit peu, en fait, de notre côté, mais de toute façon, en fait, quand tu t'entraînes pendant 2-3 jours ensemble, dans des conditions dégueulasses, clairement, et à te mettre dans le dur, tu travailles le physique. Ce qu'on va faire après en Namibie, ou même ce qu'on a fait à Malaga, tu enchaînes, en fait, plusieurs journées, et il va falloir que tu tiennes le coup. Il va falloir être endurant, donc là c'est bien quand même d'avoir un petit peu d'entraînement, mais c'est pour pas te mettre trop en difficulté finalement. Donc là vous avez à Malaga, vous sortez avec les sélectionnés, et donc est-ce que effectivement l'entraînement va changer là, ou est-ce que vous allez rester sur le rythme que vous avez fait, ou est-ce que vous avez des idées pour le monter plus haut, est-ce que vous dites écoute on est déjà sur un bel entraînement, on va le continuer? Déjà Malaga, en fait on est arrivé là-bas pour raconter un petit peu comment ça s'est passé. On arrive là-bas, on rencontre 16 autres pays en gros, enfin 16 autres nationalités et tout, et en fait c'est pareil, il n'y avait pas cette compétition. Genre tout le monde était là pour kiffer en fait. C'était ultra convivial en fait. C'était fou Ah oui, j'aurais pas cru, parce qu'on dit qu'entre filles généralement ça peut être moi j'avais clairement peur de ça justement, et en fait on a vraiment été surpris quoi. Tu sais, Ouais non franchement c'était super bonne ambiance, et c'était sur 2 jours. Donc t'avais genre des liaisons, des épreuves, etc. Ah, c'était itinérant. Ouais. Oh, okay. Enfin, sauf la deuxième journée où on était sur un terrain. La première journée, c'était comme ça. On fait des épreuves et tout la première journée, et franchement, on est trop contente de nous. Enfin, on se sent bien, tu vois. C'est pas en mode merde, on a tout foiré. Non, ou en mode... c'était trop bien ce qu'on a fait. C'était trop cool. Enfin, on a fini. Bon, on a fini la journée, on était contente, quoi. Okay. Et à la fin de la journée, ils disent ils présentent les points que tu as gagnés sur chaque épreuve. Les résultats arrivent. Et on est 6e. Donc 6e sur 16, c'est bien, tu vois. Oui, il n'y a que 6 équipes qui partent. T'as pas le droit de descendre plus bas. Et là, on se regarde et tout, on fait... Ah, mais c'est... Parce qu'en fait, tu vois pas tout le monde passer, t'es par groupe. Donc en fait, tu fais... Ah ouais, mais en fait, c'est des niveaux de ouf, en fait. Enfin, pas qu'on se mettait sur un piédestal et tout, mais c'est juste que vu qu'on a bien aimé notre journée, enfin, tu vois, qu'on s'est pas senti en difficulté, etc. Tu pensais être un peu plus haut. On pensait avoir un meilleur classement, quoi. Et là, tu vois 6e, tu fais... Ah c'est là que tu percutes, en fait, et tu dis... Non, mais en fait, de toute façon, les autres nanas, elles sont pas là pour rien. Hein. On va remonter donc... Ah non, mais là, franchement, c'était un coup... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était un coup dur à ce moment-là. Et c'est pareil, en fait, là-dessus aussi, même sur le mental, on est aussi assez complémentaires. Et c'est là où elle a pris le relais, etc. Et du coup, Je l'ai vu paniquer, je dis, bon, bah, moi, faut pas que je panique, parce que sinon, on est dans la merde. Ouais. et ouais, c'est vrai que là, du coup, j'ai essayé de dire, ok, elle va pas bien, y a un petit moment de... Donc, non, t'inquiète pas, on va faire comme on a fait cette journée, ça va bien se passer. Et ouais, franchement, on arrivait vraiment à jauger comme ça un petit peu dans quel état était l'autre, et à s'adapter en fonction. Et alors, à la fin de la deuxième journée, vous terminez combien? La deuxième journée passe et tout ça, on fait les épreuves, bon, on se loupe un peu sur une, mais tout le reste, on est bien. Et la dernière épreuve, c'était un énorme truc où en gros, ça regroupait un peu tout ce que t'avais fait, genre du sable, des VR, etc. C'est genre un gros truc, clairement. Et ça, en gros, c'était tout le monde regardait ton passage. Genre, c'était pas, on n'était plus par petits groupes, etc. C'est genre, t'es là, t'as une équipe qui passe, t'as tout le monde qui regarde. Mais non. T'as pas du tout la pression. Non, pas du tout. Il y a les caméras sur toi, il y a le patron, il y a tout le monde, quoi. Et là, du coup, on fait notre truc comme on a l'habitude de faire. Et en fait, grâce aux entraînements, on a su gérer, parce qu'au début, on a dû faire une épreuve de sable. Et Axel, elle est meilleure que moi dans le sable. Du coup, on a dit, tu passes devant, comme ça, tu finis le sable, et moi, si je suis en galère, tu viens m'aider, etc. Parce qu'on avait le droit de s'aider. Ça te coûte des pénalités, parce que dès que tu mets un pied au sol, c'est une pénalité. Donc si tu descends de ta moto, forcément, tu auras un peu plus de pénalités encore. Mais puis tu perds du temps, parce que c'est tout timé. Voilà. Tu vois, c'est tout timé, donc tu perds du temps, etc. Mais on s'est dit, on fait ça. Par contre, moi, après... je suis meilleure si je suis devant, parce que au moins je vois pas ce qu'elle fait et je me suis fait pas influencer par là ça glisse, etc. Du coup, tu vois, donc je suis meilleure devant. Donc elle passe devant pour l'épreuve sable et tout. Finalement, j'arrive derrière, je
la colle au cul, c'est passé nickel. Alors moi, tout le monde, tous les organisateurs me font ouais, vas-y, parce qu'ils comprenaient pas, je ralentissais moi. Je suis gêné en fait. Parce qu'en fait, souvent les autres équipes, en fait, il y en a une qui bombardait, qui faisait tout le tracé, et l'autre qui galérait après. Du coup, elle s'aidait comme ça. En courant pour venir aider. Et là, nous, on a avancé en binôme tout le long. Et en fait, on a fait un tellement perfect, on est trop fiers. À chaque épreuve qu'on faisait, en fait, moi, je prenais un petit peu de distance pour que si jamais il y a un truc comme les pieds coûtent des pénalités, en fait, je voulais pas poser de pied, donc je tenais l'équilibre, je la regardais passer. Je me dis parce que si jamais elle a besoin, il faut que je sois vraiment pas loin. Pour tant pis, pénalité, je descends de la moto, je vais l'aider. Mais que si jamais elle passe, faut que je sois déjà prête à rentrer dans l'épreuve pour pas perdre de temps. Parce que sinon, c'est elle qui va m'attendre. Et moi, c'est pareil, en fait. Moi, je passais, et dès que j'avais fini, je ralentissais, je regardais qu'elle passe. Et en fait, du coup, on avançait tout par deux. Du coup, après, il dévoile le classement. Et déjà, il dévoile étape par étape. Et du coup, on se dit, faut pas qu'on soit plus que 6. Si on est dans les 6 à chaque fois, ça passe. Et là, on voit qu'on est toujours au-dessus des 6. Sauf une épreuve qu'on a un peu loupée et qui nous fait tomber et tout, mais on se dit franchement normalement c'est bon quoi, mais tu sais jamais. Et là il dévoile le classement, et donc le classement général à la fin, peur qu'il y ait peut-être des pénalités qui tombent après, des trucs, donc tu sais t'es un peu bon attends, on va pas s'emballer. Et du coup tu vois, non, il dévoile le dernier, donc du coup on était que 14 équipes, il y en avait 2 qui avaient pas été là, mais en gros il dévoile le 14. Après, il dévoile le premier. Après, il dévoile le deuxième. Et là, France, tu fais deuxième. On n'y croyait pas. Waouh, déjà. Ah oui, quand même. Et là, tu fais putain, ça y est, quoi. Enfin, genre. C'est bon. Ouais. Et là, c'est combien d'équipes à la fin? T'as dit féminines et masculines en Namibie, ça fait comment? C'est 6 équipes féminines et 16 équipes masculines. Ok, ah ouais, donc ça fait sachant que les hommes sont en trinôme et nous en binôme. Et alors, l'entraînement, là, vous continuez le même, du coup? On est un peu entre deux, parce que du coup il y a le côté on va garder surtout le niveau qu'on a, on s'est bien trouvé sur les techniques, et il y a le truc aussi, faut pas qu'on se blesse. On n'a pas envie de se retrouver en septembre, en fait on a tellement donné comme des dératés, et du coup on est blessé, et au mois d'août il n'y a pas de moto. Déjà, parce que tu te dis un mois avant, voilà, si jamais tu fais une cheville, pour le détail, on avait dit avant Malaga on ne doit pas se blesser. 10 jours avant on se blesse pas, on fait pas de moto. 10 jours avant, le 10e jour, me fait une entorse à l'épaule. Allez, à l'épaule en plus. Et en fait, je prends mon enduro et je fais un tout petit aller-retour dans les bois. Et puis en fait, panique de je dois pas me blesser. Crispé. Une ornière, bam, j'ai croisé les skis, l'épaule contre le talus. Et là, ça fait mal. Non. C'est pas bon signe ça. Donc je lui ai caché. Je l'ai caché jusqu'à Malaga. Non mais je l'ai remercié après. Quand elle me l'a dit à Malaga, je fais heureusement que tu me l'as pas dit, parce que du coup, après ça tu te fais des films et tout, surtout que tu sais pas, elle s'est fait une entorse à l'épaule, mais genre c'est à quel niveau, machin. J'ai fait une radio et en fait ce qui ressortait c'est en fait t'as une entorse acromio-claviculaire quoi. Allez, cadeau. La question que j'avais c'est, et après, est-ce qu'il y a des autres idées dans la compète, genre un rallye, parce que j'entends beaucoup de monde qui veut absolument faire un rallye raid, une Africa Eco Race, des trucs comme ça, ou est-ce que non, ou est-ce que ça s'arrête là? Moi clairement, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt du geste office c'était de me défier, de chercher un petit côté compétitif, et ça a permis de mettre un peu le pied dedans, et moi clairement j'ai envie d'essayer d'autres choses quoi. Moi c'est pareil, le rallye raid ça m'attire aussi, j'ai bien envie de voir, de tester, de voir ce que ça donne. Pareil, commencer par les petits, c'est vraiment pour vivre le principe quoi, tu vois, vraiment du rallye raid. C'est pas fini alors. J'avais envie de voir avec vous le sujet autour des femmes dans le monde de la moto, avec ce que je disais en intro, beaucoup de femmes qui disent qu'elles osent pas se lancer, qu'elles ont peur d'être jugées par d'autres mecs. Voilà, vous êtes en plein à fond dans le monde de la moto, tout azimut. Qu'est-ce que vous avez comme retour à nous donner là-dessus, et peut-être comme conseil à donner aussi pour les filles qui osent pas, pour plein de peurs, et pour les rassurer? Moi, quand j'ai commencé, je me suis jamais posé de questions. C'est que moi, j'ai toujours fait les choses parce que j'avais envie de les faire. Écoute pas autour, quoi. Combien de fois on m'a dit mais t'es un bonhomme, mais t'es un garçon manqué, mais en fait, je m'en fous parce que moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et que même si c'est catégorisé, ça c'est pour les mecs, en fait, non, c'est vous qui avez décidé que c'était pour les mecs. Et moi, si j'ai envie de le faire, c'est parce qu'il y a un truc qui m'attire. Donc, c'est se dire, pourquoi toi t'es une nana, pourquoi tu veux faire de la moto? Si c'est vraiment parce que t'en as envie de le faire, si c'est pas parce qu'on te dit qu'il faut que tu le fasses et que toi tu sais pas trop, t'as peur et que ça te plaît pas plus que ça, c'est pour plaire que tu le fais, là il faut peut-être se remettre en question. Par contre, si c'est parce que c'est toi qui as dit moi ça m'attire, il y a un petit truc, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça, en fait, beaucoup se mettent des limites. Alors c'est vrai que nous on est les femmes, beaucoup nous regardent en disant ouais mais non, tu peux pas faire ça,
C'est pareil, en fait, ça reste qu'une limite. On a 2 jambes, on a 2 bras, on a un cerveau, on s'en sert intelligemment, puis voilà, quoi. Faut pas se poser de questions. Faut se dire, alors, on va dire, ouais, mais bon, c'est trop lourd, c'est trop grand, c'est trop... Voilà. En fait, essaye déjà. Et puis, c'est pas grave de tomber, déjà. C'est ce qu'on se disait souvent ça, c'est que sur route, c'est mal de tomber. Mais en fait... Déjà, tu passes ton permis de conduire, on te met des cages sur les motos parce qu'on sait qu'elles vont tomber, parce que il faut apprendre quelque part. Quand tu apprends à marcher, tu te casses la gueule tout le temps. Donc c'est pareil, la moto, en fait, si tu dois la faire tomber, tu la protèges, c'est pas grave. On a honte en fait du regard des autres, de se dire ouais, mais du coup, je suis tombé 3 fois, j'ai un peu abîmé la moto, du coup, je suis pas une bonne motarde. Non, mais c'est pas grave en fait. Faut se dire là, je suis tombé, pourquoi je suis tombé, et je vais faire autrement. Et se dire la moto, elle me fait peur, elle est grosse. C'est à la limite pour commencer, prends dans ce cas une petite moto, un peu basse, un peu légère, qui te met en confiance, et après pourquoi pas essaye. Et moi j'ai revu une amie qui avait celle avec qui on s'était dit tiens, on veut passer le permis moto dès qu'on a 18 ans, on y va à fond, et qui me disait encore récemment, elle se disait mais les motos elles sont un peu grosses, celle-là, moi ma petite recette c'est bien, et finalement elle est montée sur la moto de son mec et elle dit mais elle me paraissait grosse, mais en fait ça va, c'est pas compliqué. Il faut peut-être passer à ce moment-là, dans ce cas, la première étape de se dire j'essaye avec un truc qui me met en confiance. Et après, hop, je monte encore sur autre chose, c'est bon. Peut-être que oui, il faudra y aller plus par étapes. Là où un mec va te dire, mais moi, j'ai le permis, je veux un Jex, je veux la grosse cylindrée. C'est pas grave, on y va crescendo, mais par contre, on y va. C'est ça qui est bien aussi dans le monde de la moto, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. Donc, si t'aimes pas quelque chose, tu pourras aimer autre chose. Il y a vraiment pas de... T'as le même ressenti, toi, du coup, côté ce que t'as voulu sans écouter moi, je me suis jamais posé de la question. Enfin, franchement, je me suis inscrite au permis. Enfin, pour moi, il y avait même pas une question de genre, quoi. C'est... je m'inscris, le permis voiture c'est pareil, tu t'inscris pas, tu réfléchis pas, machin. C'est vrai qu'on se pose pas la question de savoir si on est une fille ou un gars, quoi. Alors là moi c'était exactement pareil, je me suis inscrite, j'ai même pas réfléchi, quoi. Et en fait c'est après, je pense que c'est quand j'ai commencé à vouloir rentrer dans des groupes de motos, de motards, etc. Où là tu comprends qu'il y a un peu deux visions différentes et tout du truc. Mais même en tout terrain, les chemins que je fais, les sorties que je fais, etc., souvent, c'est avec majoritairement des mecs, parce que, il y a... c'est les proportions qui sont comme ça. C'est les proportions qui sont comme ça. Et, il n'y a pas de, t'es une fille, tu vas pas pouvoir passer, machin et tout. Il n'y a jamais eu, en tout cas, moi, mon expérience, j'ai jamais eu de cette vision-là du truc, quoi. Donc, l'anecdote dont tu me parlais, quand tu passais ton permis de conduire, sur le plateau. Ouais, je passais mon permis de conduire, c'était ma première heure sur le plateau et tout, ma première session. Je passe sur le permis et tout, en virage, je couche la moto. Moi, je descends, je la relève. Et là, je lève la tête et il y avait tous les mecs, parce qu'il y avait que des mecs à cette session-là, qui me regardent et je suis là, je fais qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois. Et le moniteur qui arrive, qui fait ça va et tout. Je fais oui. Pour moi, c'est comme je fais tomber mon vélo, je le relève, tu vois. En fait, on se pose pas de questions. Ouais, on s'est pas posé de questions. Il fait non, mais là, en fait, il y a la moitié des mecs qui sont là qui relèveraient pas la moto, quoi. Je fais ok. Vraiment, moi, je me suis pas posé la question est-ce que je vais y arriver ou pas. Parce que je fais c'est par terre. Mais même en sortie de tout terrain, jamais je pars et je me dis aujourd'hui, je fais pas tomber la moto. Je fais non, mais moi je m'en fous. Genre, elle doit tomber, elle tombe la moto, tu vois. C'est vraiment pas. Juste pas et tu la relèves. Oui, voilà. Le principal, c'est que tu sois pas dessous, mais jamais je me mets les barrières et tout. Des fois, tu vois beaucoup sur les groupes qui regroupent les motards ou les motardes en mode j'ai fait tomber, j'ai peur, etc. En fait, je pense qu'il faut casser ce mythe de faire tomber la moto, c'est pas la fin du monde, mais genre... Ça vient de la route, en fait, ça, parce que tu te dis accident, alors qu'en off-road, on a bien vu la mode où c'était la mode de faire sa photo avec sa moto au sol, voilà, tu vois, parce qu'elles sont protégées, et en fait, finalement, ça leur fait rien du tout, quoi. Oui, puis en tout terrain, généralement, tu tombes aussi moins vite, c'est moins fort. Alors, la question d'après, elle a rien à voir. C'est quelle est la moto qui vous fait rêver, et celle, peut-être la même, que vous rêveriez d'avoir? Clairement, moi, il n'y a aucune moto qui me fait rêver, en fait. Okay. Parce que moi, je passe mon temps à changer de moto, et il n'y en a jamais une qui me convient vraiment. Il y en a plein qui m'ont plu, mais jamais je me suis dit, je veux cette moto, je veux garder celle-là. Et en fait, j'ai envie de changer tout le temps. J'ai envie qu'il y ait toujours un truc de nouveau. À la limite, j'aimerais bien toutes les avoir. Pas forcément toutes les avoir en même temps, mais pouvoir me dire, tiens, aujourd'hui, je vais prendre celle-là. J'ai envie de changer, maintenant, je vais prendre celle-là. Et j'ai vraiment envie d'essayer tout type, qui ont des châssis qui sont différents, de position, un poids, des suspensions qui varient. Et vraiment pouvoir faire un petit peu tout, quoi, avec... Moi, après, je suis pas super calée aussi avec tous les modèles, tout ce qui existe, etc.
Et j'ai pas genre une moto qui me fait rêver parmi tant d'autres. C'est juste des motos sur lesquelles je me sens bien, à l'aise. Et là, la dernière en date que j'ai testée où je me suis sentie super bien, c'était la 1300 GS. Franchement, à l'Astour, du coup, on a fait un entraînement avec où j'ai adoré. À Malaga, on l'a utilisé, j'ai adoré et tout. Okay. Celle-ci, franchement... il y a moyen qu'elle remplace la 1250. Après, ça coûte un petit billet quand même, donc il n'y a pas trop moyen. Non, mais quand vous reviendrez finisher de la Namibie, vous pourrez peut-être négocier quelque chose. Peut-être, mais voilà. Après... C'est vrai qu'à Malaga, on avait bien envie de repartir avec. Il y a notre nom dessus, on peut pas la garder du coup. Si avec notre petit sticker, avec notre nom, les motos, vous avez 8 km. Quand même. Est-ce qu'après la Namibie, il y a déjà un projet, alors peut-être pas ensemble, une chacune, peu importe, mais qui est déjà arrêté? Est-ce que vous avez déjà un truc qui est prévu après la Namibie? Parce qu'on va dire que c'est le prochain gros truc. Moi, il n'y a rien qui est prévu, mais ça sera sûrement du voyage. Encore un? Ouais. Ok. Après, on y prend vite goût aussi. Hein. Ah oui. Donc, ça sera sûrement un voyage. Ça marche. Et toi? Moi, en fait, il y avait un autre projet, c'était qu'on s'était dit, si jamais on n'arrive pas à se qualifier à Malaga, ce serait bien qu'il y ait autre chose, parce que du coup, tu n'es pas comme ça, le bec dans l'eau, dire, du coup, on fait rien. Mais là, il y a quelque chose. Et du coup, on était, avec Arnaud, on s'était dit, dans la continuité, on s'était dit, voilà, on veut s'engager plus sur du rallye, sur du compétitif. Okay. Et il y avait 2 projets potentiels, du coup, on n'a pas encore plus gratté que ça. C'était la Titi ou le Sank Rally. Okay. Et là, c'en est resté là. On s'est dit, on va voir déjà ce que ça donne au niveau du GS Trophy. Puis c'était validé. On a dit, voilà, on le garde de côté. Ça va venir, par contre. D'accord. Donc, il y a des projets, comme je disais tout à l'heure, c'est de continuer sur du rallye et faire des trucs un peu plus défis de soi, quoi. L'histoire n'est pas finie. Non. Très bien. Bon écoutez, moi ces petits gâteaux ont commencé à me donner faim. Donc si ça vous dit, on va aller manger un petit bout ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait vraiment très plaisir. Vous étiez dans les premières sur ma liste en tête quand je voulais faire les interviews. Donc c'est cool qu'on ait pu concrétiser ça avec vos agendas respectifs. Yes. Merci pour ton invitation en tout cas, c'était un bon moment. Bonne chance pour la Namibie du coup. Merci. On va tout donner. J'en doute pas, je le sais. On croit en vous en tout cas, il y a du monde derrière et ça c'est top. Allez, c'est parti, on y va. À table. Allez.